Faites preuve de réflexivité. Soyez réflexif. On entend cette phrase absolument partout. Ah oui. Dans une évaluation, un débrief, à l'université. C'est une sorte d'injonction permanente. Hmm. Et franchement, ça a un côté un peu paralysant, non? On nous demande d'activer une compétence, mais sans jamais nous donner le mode d'emploi. C'est une observation très juste. La source qu'on explore aujourd'hui met le doigt précisément là-dessus. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est une injonction qui est chargée de sous-entendus. Et lesquels? L'idée implicite, c'est que la réflexivité serait une qualité personnelle, presque un talent. Et donc, si on ne l'a pas, C'est un échec individuel. On est un moins bon professionnel, un moins bon étudiant. exactement. C'est une pression qui est quand même assez lourde. Oui, c'est une pression. Et ça donne l'impression qu'on doit posséder ce super pouvoir inné. Un peu comme si on disait à quelqu'un soit charismatique. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. C'est ça. Mais justement, la source qu'on a sous les yeux propose de faire exploser cette idée. Et c'est là que ça devient passionnant. Le texte renverse complètement la table, il pose une question simple mais radicale. Et si la réflexivité, en fait, ce n'était pas un don? Si c'était un apprentissage? Un apprentissage. Oui, une compétence technique qui se construit, qui s'acquiert avec des méthodes, des outils, des étapes, et aussi avec le droit de ne pas y arriver du premier coup. Une compétence qui s'apprend. Cette perspective, elle change absolument tout. Ça veut dire qu'il y a un chemin possible. Voilà. L'apprentissage implique, concrètement, comment on passe d'une vague réflexion à une pratique structurée qui nous fait avancer. C'est tout un programme. Un programme qui nous invite à regarder derrière le mot pour comprendre la mécanique. Et on va voir qu'elle est bien plus riche et finalement plus accessible qu'on ne l'imagine. Alors, allons-y. Si on part de ce principe que c'est un apprentissage, quelle est la première leçon? Eh bien, la source est très pragmatique là-dessus. Elle dit qu'avant toute chose, il faut que les gens comprennent à quoi ça sert. Ah oui, on se heurte très vite à la question que tout le monde se pose. C'est bien gentil, mais au final, j'en fais quoi? C'est le point de départ incontournable. Si l'utilité n'est pas évidente, l'effort ne sera jamais consenti. Et pour ça, il faut comprendre que ce n'est pas, comme le souligne le texte, une simple réflexion sûre. On n'est pas dans la rêverie. Non, ni dans le bilan mental un peu flou de sa journée. C'est une démarche active et structurée. Et qui dit démarche structurée, dit qu'on a besoin d'outils. Des outils. C'est là que ça m'interpelle. On imagine la pensée comme quelque chose d'immatériel. L'idée de l'outiller, c'est un peu contre-intuitif. Oui, De quel genre d'outils parle-t-on? On ne va pas sortir un marteau pour réfléchir. non, bien sûr. L'outil principal que propose la source, il n'est pas matériel, c'est la connaissance. À la connaissance. Oui. Le texte utilise une formule un peu dense, mais elle est capitale. Il faut outiller la mise en lien par des savoirs éclairant sa pratique. D'accord. Alors, il faut décortiquer ça. En clair, ça veut dire ne restez pas seul face à votre expérience brute. L'idée, c'est de créer un pont entre ce que vous avez vécu, une situation concrète, un succès, un échec, et des concepts, des théories qui peuvent lui donner un sens nouveau. Donc, si je prends un exemple, au lieu de me dire cette négociation a échoué, je suis nul, Mhm. la réflexivité outillée, ce serait de se demander attends, quel principe de communication que j'ai lu quelque part pourrait expliquer ce qui s'est passé? C'est ça l'idée? C'est exactement ça. On sort de l'autoflagellation pour rentrer dans l'analyse. L'expérience devient une matière première, un cas d'étude. Et la théorie? Et les savoirs théoriques, un article, un livre, un modèle, deviennent des instruments, des lunettes pour l'observer sous un autre angle. On construit un pont entre le vécu et le su. D'accord, je vois bien l'image du pont. Mais j'imagine que construire ce genre de pont tout seul dans sa tête, c'est le meilleur moyen de se conforter dans ses propres biais, non? C'est le piège principal. Et vous mettez le doigt sur la deuxième condition essentielle que le texte met en avant. La réflexivité, ce n'est pas un sport individuel. L'image du penseur de Rodin, c'est une impasse. C'est une impasse. La source insiste sur l'importance de mettre en dialogue sa pensée, Mettre en dialogue. Le texte précise bien avec soi-même, ce qui est un premier pas, mais surtout avec l'autre. Pourquoi ce surtout est si important? parce que l'autre, c'est un révélateur. Le simple fait de devoir formuler sa pensée pour quelqu'un d'autre nous oblige à la clarifier. Le langage devient un outil de structuration. D'accord. Mais au-delà de ça, l'interlocuteur, par ses questions, ses reformulations, agit comme un miroir. Il va pointer les angles morts, les contradictions qu'on est incapable de voir seul. Une pensée qui reste dans la tête tourne en rond. Une pensée partagée est une pensée qui avance. J'ai un exemple concret de ça. Un ami enseignant me disait qu'il était persuadé qu'une de ses classes était difficile. Hmm. Il tournait en boucle là-dessus.
Et c'est en parlant avec une collègue qui lui a juste demandé « Qu'est-ce que tu fais juste avant que ça dérape ?» qu'il a réalisé que ça venait de ses consignes. Ah ouais. Elles étaient ambiguës. Seul, il ne l'aurait jamais vu. C'est une illustration parfaite. La collègue a été le miroir. Mais pour que ce dialogue soit possible, il faut un cadre. Un cadre. Oui, et c'est là que la source devient très précise. Elle décrit un environnement qui doit être à la fois étayant et contenant, exigeant mais compréhensif. C'est un équilibre de funambule. Alors, décortiquons ça, parce que ça semble plein de contradictions. Exigeant mais compréhensif. Comment on pousse quelqu'un dans ses retranchements tout en étant bienveillant? C'est tout l'art de l'accompagnement. Étayant et contenant, ça renvoie à la sécurité psychologique. Contenant, c'est le cadre. On peut exprimer un doute, une erreur, sans être jugé. D'accord, ça c'est la base. Étayant, c'est le soutien actif. On vous donne des ressources, on vous aide. Et de l'autre côté, exigeant mais compréhensif, c'est le moteur. C'est là que ça se corse. L'exigence, c'est de ne pas se satisfaire d'une analyse superficielle. C'est de poser la question qui dérange un peu. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? La compréhension, c'est que cette exigence est là pour aider, pas pour piéger. Ce qui me frappe, c'est que tout ce qu'on décrit là, ça sonne comme un processus long et difficile. Et j'imagine que ça peut décourager. Et c'est là qu'intervient l'idée la plus déculpabilisante du texte. Il affirme, noir sur blanc, que cet apprentissage est nécessairement imparfait. Ah, ça fait du bien de l'entendre. N'est-ce pas? La source le dit très directement. Je ne suis pas directement passé du non-réflexif au praticien réflexif de haut niveau. C'est une évidence, mais une évidence qu'on a besoin d'entendre. On abandonne l'idée d'un interrupteur on-off. Le texte parle de palier d'acquisition et de niveau de complexité. L'objectif, ce n'est pas d'atteindre le sommet de la montagne, mais déjà de franchir une première colline. Précisément. Et la source illustre ça avec ce qu'elle appelle le niveau 1 de la réflexivité. Le niveau 1. Ouais, ce premier palier, c'est simplement la capacité à décrire une situation vécue. Ça peut paraître basique, mais c'est déjà une compétence énorme. Attendez, décrire, c'est décrire, non. Comment peut-il y avoir plusieurs niveaux de maîtrise dans une simple description? Ah, c'est là que ça devient subtil. Le texte introduit le concept de granularité. De granularité. Oui, on peut décrire une scène avec une faible granularité. La réunion de ce matin était tendue. Point. D'accord, très résumé. Ou on peut la décrire avec une haute granularité. Quand le directeur a pris la parole, j'ai remarqué que 3 personnes ont croisé les bras, mon voisin a commencé à tapoter son stylo et j'ai senti une boule se former dans mon estomac. Ah oui, on n'est plus du tout dans la même richesse d'informations. C'est la différence entre une photo floue et une photo en haute définition. Exactement. Et le texte ajoute un autre concept, celui d'évocation à la première personne. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de ne pas seulement décrire les faits de l'extérieur comme un journaliste, mais de se replonger dedans. De passer du « il s'est passé ça » au « à ce moment-là, j'ai pensé que, j'ai ressenti ceci ». On restitue son propre film intérieur. C'est ça. Sans encore chercher à analyser ou à juger. Et juste ça, réussir à produire ce récit riche et incarné, c'est déjà un palier d'acquisition énorme. C'est la matière première pour la suite. C'est fascinant parce que ça veut dire qu'on peut s'entraîner à devenir un meilleur descripteur de sa propre expérience. C'est très concret. Tout ça dessine une méthode d'apprentissage vraiment structurée. C'est une méthode très pensée, en effet. Ce qui nous amène à une dernière couche, la plus subtile peut-être. Le texte glisse une petite phrase qui ouvre une nouvelle dimension. Uhum. Il dit que c'est un programme bien réfléchi où la réflexivité sur son développement est aussi présente. Attendez un seconde, ça veut dire que l'outil qu'on apprend à construire, la réflexivité, on doit l'utiliser sur lui-même pendant qu'on le construit? C'est un concept assez fou. C'est un peu vertigineux, vous avez raison. On appelle ça la méta-réflexivité. La méta-réflexivité. L'apprentissage lui-même. Concrètement, c'est se demander quel type de savoir m'a le plus aidé. Pourquoi ai-je eu tant de mal à parler de cet échec en groupe? Qu'est-ce qui, dans la question de mon collègue, a provoqué un déclic chez moi? Donc on analyse plus seulement sa pratique professionnelle, mais aussi sa propre pratique d'apprentissage, de l'analyse. C'est une boucle. C'est une boucle qui se nourrit elle-même et qui rend l'apprentissage exponentiel. Parce qu'en faisant ça, on n'apprend pas seulement une compétence, on apprend comment on apprend cette compétence. On identifie ses propres freins, ses propres moteurs. Et à terme, c'est ce qui rend autonome. On a internalisé les bonnes questions, on est devenu son propre coach, c'est l'objectif ultime. En résumé, si on reprend notre point de départ, le changement de perspective est immense.
La source nous fait passer d'une vision de la réflexivité comme un don mystérieux Qu'on a ou qu'on n'a pas. à une compétence concrète, exigeante certes, mais qui s'acquiert. Une compétence qui se bâtit pas à pas, avec des outils, dans l'échange, et à travers un parcours qui intègre l'imperfection. Absolument. Et cette vision est incroyablement plus constructive. Le texte s'adresse principalement aux formateurs, mais sa portée est universelle. Il offre une sorte de feuille de route pour quiconque veut apprendre de son expérience. Que l'on soit artiste, manager, soignant. Peu importe. Il dédramatise complètement cette injonction à être réflexif et la remplace par un chemin d'apprentissage possible et profondément humain. On passe d'une injonction qui génère du stress et un sentiment d'imposture à une invitation au développement. Le message n'est plus «débrouille-toi», mais plutôt «voici une carte et une boussole». C'est une invitation à voir nos propres vies, nos propres carrières, comme le plus riche des terrains d'apprentissage, à condition de se donner les moyens et le temps de l'explorer. C'est une conclusion très puissante. Et en même temps, tout ce qu'on a dit soulève une dernière question, une sorte de paradoxe amusant. Je vous écoute. On a vu que pour bien apprendre à être réflexif, il faut être réflexif sur son apprentissage. Si pour évaluer son propre point de départ, il faut déjà une petite dose de cette compétence, comment est-ce qu'on allume la toute première étincelle de ce voyage ?